Le 19-20 continue, voici le rappel des titres. Non à la confiscation de notre révolution. Alors qu'en RDA, 2 partis d'opposition sont déjà prêts à claquer la porte, la jeunesse roumaine lance un cri du cœur. Plusieurs manifestations à Sibiu et à Craiova pour protester contre le maintien d'anciens collaborateurs de Ceausescu au poste de responsabilité. Le général Noriega, désormais entre les mains de la justice américaine, inculpé pour trafic de drogue, il risque de terminer sa vie en prison. Une transplantation cardiaque exceptionnelle à l'hôpital de Lyon, une greffe du cœur pratiquée sur un nouveau-né seulement âgé de 2 jours. Enfin, léger tremblement de terre dans les Pyrénées-Atlantiques. Certains accusent les gisements de gaz. L'enquête à la fin de ce journal. Mais tout de suite, le point sur un fait divers sordide en Haute-Savoie. L'assassinat d'une jeune fille de 14 ans à coups de barre de fer dans un entrepôt désaffecté de la Rochefoucauld. Les gendarmes ont rapidement identifié l'auteur présumé de ce meurtre. Ce dernier, un proche de la victime, a été ce soir inculpé et écroué. De Grenoble, Jean-Louis Bessières. Aussitôt, l'enquête s'est orientée sur les fréquentations d'Agnès. Dans le quartier du Plein Château où elle a passé son enfance, les gens l'aimaient bien, mais ils lui reprochaient aussi certains de ses amis peu recommandables. Le soir du crime, Agnès est restée dans un bar où elle venait parfois. Le 60s à 22h30, l'établissement a fermé. Agnès est partie avec les autres. On ne devait plus la revoir vivante. La gendarmerie a entendu tous les clients. En début d'après-midi, alors que l'un d'entre eux était en garde à vue, le juge d'instruction nous a fait cette déclaration. Probablement, il y a eu des aspects de perversion, voire de barbarie, enfin... L'autopsie, les résultats de l'autopsie, en tout cas, le révèlent. Le suspect numéro 1, Johan Bocquier, âgé de 22 ans, a été inculpé d'assassinat avec torture et acte de barbarie. Le meurtrier présumé connaissait sa victime, il n'a donné aucune précision sur le déroulement des faits. L'enquête rapidement bouclée par les gendarmes connaîtra un prolongement dans les milieux de la drogue à La Roche-sur-Foron. La victime pourrait en avoir consommé ainsi que son meurtrier. Il y a donc derrière cette affaire un vrai problème de société. À l'étranger, le général Noriega devant les tribunaux américains. L'ancien dictateur panaméen est arrivé cet après-midi aux États-Unis après s'être porté prisonnier la nuit dernière, non sans avoir reçu la suprême assurance que ses jours ne seraient jamais en danger. En revanche, le dictateur déchu risque de terminer sa vie en prison puisqu'il fait l'objet de nombreuses inculpations pour trafic de drogue. Une victoire désormais totale pour le président américain George Bush, victoire aussi pour le peuple panaméen. Moradaïta Bush. Grâce à une caméra à infrarouge, voici l'épilogue d'un long feuilleton à rebondissement. Cette nuit, un hélicoptère américain à quelques mètres de l'annonciature décolle. À l'intérieur, le général Noriega a pris place. Transfert discret à la base militaire d'Howard, où Faz d'Ananas est arrêté par la brigade américaine antidrogue. C'est fini, l'ex-dictateur s'est rendu de son plein gré. Ce matin, le Vatican a confirmé cette information. Sur la base de Homestead, en Floride, le comité d'accueil armé de casseroles reçoit l'homme à l'origine de leur exil forcé. Leur slogan unique, Abba Noriega. Mission accomplie pour George Bush. En dépit des 24 djihadistes tués lors des combats et des centaines de victimes panaméennes, le président américain est satisfait. Son opération Juste Cause a réussi. Satisfaction également sur place, explosion de joie partout dans le pays. Guillermo Endara, le chef d'État, a même parlé de jours glorieux. Notre pays vit tranquille désormais, a-t-il dit, le monstre est parti du Panama. Mais s'il ne gêne plus dans son pays, il risque bien d'embarrasser les États-Unis. Son procès a un avant-goût sulfureux. Inculpé de trafic de drogue, il pourrait compromettre quelques politiciens américains. Certains murmurent le nom de George Bush, entre autres, qui a été directeur de la CIA à l'époque où Noriega était un informateur privilégié. Il est vrai qu'à ce moment-là, Faz d'Ananas était encore en odeur de sainteté. La situation post-révolutionnaire en Europe de l'Est, alors qu'en RDA, 2 partis d'opposition sont déjà prêts à claquer la porte. En Roumanie, les étudiants sont les premiers à manifester leur inquiétude vis-à-vis de l'évolution politique de la situation dans leur pays. Ils le crient au gouvernement, cette révolution est la nôtre, ne la confisquez pas. Cette fois, la télévision roumaine n'a diffusé aucune image. Oui, tandis que les partis politiques continuent à se créer à l'approche des élections, une partie de la population exprime de plus en plus sa méfiance à l'égard des hommes au pouvoir aujourd'hui. Après l'euphorie passée comme en RDA, le peuple réclame davantage de garanties, d'autant plus que la polémique autour du Conseil du Front de Salut National continue. Jérôme Catala. Même si les Roumains sont avant tout à la recherche de la paix civile, ils veulent tout de même savoir qui les gouverne actuellement, savoir ce qu'il va advenir de leur révolution. Alors, les langues se délient un peu.
Horia Tabakou, journaliste au journal Libertatea, La Liberté, a donc décidé de nous apporter son témoignage. J'ai un ami dans le gouvernement, je ne suis pas autorisé de vous dire son nom. Il y a 5 ou 6 ans, il m'a dit qu'il y a une organisation politique et qu'ils ont besoin d'un journaliste. Alors, une certaine organisation politique ou plusieurs organisations politiques contre Ceausescu existaient. La révolution, sous une forme ou une autre, était donc bien prévue. Même le vice-président du Conseil du Front de Salut National l'avoue. Il est allé lui-même en Union soviétique demander l'appui de Gorbatchev à un éventuel renversement de Ceausescu. Les soviétiques ont promis de nous aider, mais sans enthousiasme. Tout cela inquiète ou provoque la colère de certains Roumains, les jeunes notamment, qui auraient donc manifesté hier à Sibiu et à Craiova, mais aussi tous ceux qui créent ou recréent des partis politiques en vue des élections d'avril, le Parti national paysan ou le Parti national libéral. Ces deux formations ont d'ailleurs décidé de se présenter ensemble contre les actuels dirigeants. Les autres télégrammes de l'étranger préparés et commentés ce soir par Mario-Odile Pagnès. Les néo-nazis dehors, non retour du Troisième Reich, les cris de dizaines de milliers d'Allemands de l'Est venus manifester hier soir à Berlin contre le renouveau fasciste. La semaine dernière, des groupes néo-nazis ont couvert de slogans racistes plusieurs monuments du pays. 210 morts et 700 blessés, le Pakistan a connu cette nuit la plus grave catastrophe ferroviaire de son histoire. Un train transportant 1500 passagers a heurté de plein fouet un convoi de marchandises arrêté en gare sur la même voie. La collision serait due à une erreur de signalisation. Les côtes marocaines épargnées par la marée noire restent maintenant à trouver un port d'accueil aux pétroliers iraniens afin de transborder les quelques 200 000 tonnes de pétrole brut qui restent dans ces soutes. Les Espagnols sollicités se montrent réticents, le Cargue 5 laissant encore échapper une partie de sa cargaison. En Australie, la vague de chaleur exceptionnelle que connaît le pays a provoqué de nombreux incendies. Plus de 1000 pompiers luttent contre les feux de broussailles, mais une vingtaine de villes restent menacées par les flammes. Leurs habitants ont été évacués. L'accident du pétrolier iranien Cargue 5 dont nous venons de parler met une fois de plus en lumière le comportement inqualifiable des compagnies qui considèrent trop souvent la mer comme la poubelle de la société industrielle. Nouvel exemple sur les côtes de Bretagne après la tempête du mois dernier. Et vous le voyez à l'île Grande, à côté de Perros-Guirec, sur 1 millier d'oiseaux mazoutés, seule une centaine ont été recueillis. En effet, pendant la dernière tempête au large des côtes de Bretagne, de nombreux bateaux en ont profité pour dégazer, c'est-à-dire vider le contenu de leur cuve en mer. Il y avait même des phoques. Les bouleversements en Europe de l'Est et leurs répercussions sur la construction communautaire, c'est le thème central des entretiens aujourd'hui entre François Mitterrand et Helmut Kohl, un débat sur le fond dans un cadre de détente. Oui, à Lecce, la maison de campagne landaise de François Mitterrand. Un cadre où les deux hommes se sont mis d'accord sur la nécessité de renforcer la CE et de créer à terme, je cite, une confédération européenne qui puisse accueillir d'autres pays d'Europe ayant récemment renoué avec la démocratie. Une transplantation cardiaque exceptionnelle à l'hôpital cardiologique de Lyon, une greffe du cœur sur un nouveau-né alors qu'il était âgé seulement de 2 jours. Sans cette opération, ce jeune garçon n'aurait pas survécu au-delà de quelques jours. 8 jours donc après cette intervention, révélée seulement aujourd'hui, le nouveau-né se porte bien. Le reportage de nos confrères de Lyon. Une échographie avant naissance avait permis de diagnostiquer une malformation cardiaque généralement mortelle chez ce petit garçon. Le bébé de 2,8 kg souffrait d'une hypoplasie du cœur gauche. En clair, il lui manquait la moitié du cœur et l'aorte. Le petit Jean-Yves, à peine âgé de 2 jours, a donc subi une transplantation cardiaque à l'hôpital de cardiologie. Cette opération exceptionnelle a été réalisée par l'équipe du professeur Gérard Champsor et du docteur Jean Ninet. Le cœur et l'aorte de remplacement ont été prélevés sur un nouveau-né de 6 jours en coma dépassé. Aujourd'hui, 8 jours après l'intervention, Jean-Yves, qui est soumis à un traitement anti-rejet, se porte bien. Il a un éveil normal et a même été libéré de toute assistance respiratoire.
Ni chauffage ni cantine pour certains écoliers de Montfermeil. Le conseil municipal voulait les priver des droits apparemment élémentaires sous le prétexte qu'ils sont des enfants d'immigrés. Oui, et pour la deuxième fois en 2 mois, le tribunal administratif de Paris a repoussé la date d'exécution de la décision du conseil municipal de Montfermeil. Le point avec Christine Lonief. C'est un désaveu pour Pierre Bernard, maire de Montfermeil, pas une condamnation. Le tribunal administratif de Paris, appelé en référé, c'est-à-dire en jugement d'urgence, a demandé à Pierre Bernard de surseoir à exécution de la décision de son conseil municipal. C'est un nouveau délai accordé, mais pas une véritable opposition aux mesures prises par les élus locaux. Pour freiner l'immigration, la ville de Montfermeil s'attaque aux enfants d'immigrés, en interdisant aux 2 écoles maternelles de la cité des Bosquets de les inscrire. Le préfet, en vertu de son pouvoir de substitution, a autorisé les 2 directrices concernées à accueillir ces enfants. C'est alors que Pierre Bernard et son conseil municipal ont décidé de couper le chauffage et la cantine des 2 établissements. La date, elle, est à chaque fois repoussée par le tribunal administratif. Je voudrais bien exécuter ce jugement en le comprenant. D'un autre côté, je suis légaliste aussi, et le conseil municipal, qui est une assemblée démocratiquement élue par le peuple, donc qui a une valeur très grande, m'a donné des ordres contraires. Je pense donc que je vais réunir mon conseil municipal et lui demander l'attitude que devra prendre la ville de Montfermeil au travers de son conseil, eu égard à une contradiction juridique nette, très nette. Le conseil municipal se réunira en début de semaine prochaine. En attendant sa décision, les associations antiracistes manifesteront demain à Montfermeil. 20 millions de francs d'indemnité pour les ostréiculteurs de l'étang de Thau. Décision annoncée par Jacques Mélic, le ministre de la Mer, au titre de la solidarité nationale à l'égard des conchiliculteurs victimes de l'interdiction de commercialiser leurs huîtres, vous le savez, atteintes de salmonelle. Alors, après la tempête, le calme semble être revenu sur l'étang de Thau. Les 800 conchiliculteurs et leurs familles touchées par cette interdiction attendent maintenant la réouverture de la commercialisation. Elle pourrait intervenir dans une dizaine de jours. De Montpellier, Paul-René Dinito. Cette limpidité des eaux de l'étang de Thau n'est-elle qu'apparence? Le dialogue noué hier à Paris entre le ministre de la Mer et les ostréiculteurs aura permis au moins de clarifier sur ce point les positions des uns et des autres. Les conchiliculteurs, pour leur part, se disent prêts à tout faire pour effacer pour le présent et pour l'avenir toute pollution de leur bassin avec l'aide des pouvoirs publics. Quant aux mesures d'aides immédiates, bien qu'elles ne fassent pas l'unanimité, elles sont prises en compte par les ostréiculteurs. Si les collectivités locales font un sérieux effort, l'État aurait pu, à notre avis, aller jusqu'à doubler sa mise. Une des priorités actuellement, c'est de réhabiliter un produit qui a été dénigré de toute façon injustement. Et bon, dans les mois à venir, ça sera la chose sur laquelle il faudra travailler, disons, le plus sérieusement. Demain, professionnels et élus se retrouveront à la préfecture de Montpellier où, avec le directeur de cabinet du ministre de la Mer, ils mettront au point dans le détail l'articulation des accords conclus hier soir à Paris. Il est 19h47, voici à présent le Tour de France de l'actualité avec les images des 25 stations de la 3 et les commentaires de Sophie Guillou. Évasion manquée hier soir à la maison d'arrêt de Nice. À 18 h, un détenu lance une corde au-dessus du mur d'enceinte, mais le grappin lâche et un habitant du quartier, témoin de la scène, alerte les gardiens. Le prisonnier malchanceux n'est pas un inconnu, il s'appelle Nicolas Gouge. Membre d'un parti d'extrême droite, il est accusé d'avoir participé aux attentats racistes contre les foyers Sonacotra entre 86 et 88. Visite houleuse pour Brice Lalonde aujourd'hui sur le site de Montchanin. Cette décharge désaffectée qui contient 1 million de tonnes de déchets. Malgré des propos apaisants, le secrétaire d'État à l'environnement n'a pas réussi à rassurer les habitants. Il s'est déclaré contre l'évacuation totale des déchets. Quant à l'affirmation du magazine Politis concernant la présence de fûts de dioxine, M. Lalonde l'a qualifié de canular. C'est un véritable arsenal de guerre qui a été découvert à marée basse à Soulac sur les côtes aquitaines. 137 obus allemands enfouis sous le sable depuis 45 ans. Des obus qui peuvent encore exploser. Les services de déminage de la sécurité civile sont donc venus les récupérer cet après-midi. Ils seront détruits dans les prochains jours. Il est
est chinois et il a 150 ans. Mais problème, cet arbre vénérable s'élève à l'endroit où devait être construite une école. Pas question pour autant de le détruire. La commune d'Albigny a donc trouvé la solution. Elle a construit sa maternelle autour de l'arbre. Ce sera sans doute la première école buissonnière au pied de la lettre. Un léger tremblement de terre la nuit dernière dans la région de Pau. Aucun dégât heureusement n'a été constaté, mais en 20 ans, ce sont au total près de 800 secousses telluriques qui ont été constatées dans cette région. Alors aujourd'hui, certains spécialistes considèrent que ces secousses sont tout à fait artificielles et qu'elles cesseront dans 2 ou 3 ans, date à laquelle fermeront les gisements de gaz de la région de Bordeaux-Jacques-de-Bord. On n'a toujours pas déterminé l'épicentre de cette dernière secousse, mais ici, à Arthez-de-Béarn, à quelques kilomètres de Lac, elle a été particulièrement ressentie. Il y a eu un gros boom, et après, de suite, il y a eu la secousse, quoi. Ça a été très vite fait. Et à quelques kilomètres de là, certaines personnes, en revanche, n'ont rien ressenti. En 20 ans, on a enregistré ainsi 800 secousses de 1 à 4,2 sur l'échelle de Richter. Et tout cela, eh bien, c'est la faute à l'exploitation du gisement de Lac. À Lac, Elf fait trembler la Terre, titre la revue scientifique Sciences et Vie Junior, qui présente les travaux d'études d'un géophysicien de Grenoble, Jean-Robert Grasso. Pour lui, il s'agit de séismes artificiels. La chute de pression du gisement de gaz est le paramètre majeur. Alors cette chute de pression se transmet au milieu environnant par des variations de force, et le milieu répond comme une éponge qui se dégonfle. À ce moment-là, les terrains environnants ont à se réajuster. Si ces terrains sont suffisamment souples, ils vont se déformer, on enregistre alors un petit affaissement en surface. Si ces terrains sont plus raides, l'affaissement en surface sera plus faible. Par contre, il risque de casser. Ce travail de recherche avait été demandé par le ministère de l'Industrie en 1981. Mais Elf Aquitaine préfère encore garder le silence aujourd'hui. Et puis pour terminer ce journal, la mise en garde de France Télécom auprès de ses abonnés des Téléx et Télécopies contre des fausses factures, des documents qui imitent les factures de France Télécom et qui vont même jusqu'à imiter son logo. Reportage de Pascal Sau. Fausse facture, attention, danger. Si vous êtes une entreprise de la région, prenez garde à la réception de vos notes de téléphone. 30 sociétés, toutes implantées à l'étranger, inondent le marché de faux documents. C'est par la télécopie qu'ils arrivent. En apparence, rien ne les distingue des vrais. Regardez bien, d'abord une vraie facture, et tout de suite derrière, une fausse. Les mêmes couleurs, le même format et presque le même sigle. Si vous ne faites pas attention, vous payez en toute confiance, croyant régler votre note de téléphone. Erreur. Ce système de fausse facturation se développe depuis 2 ou 3 ans. Un comble, aujourd'hui même les télécoms en reçoivent, et ils portent plainte. Nous réagissons parce que nous sommes chargés d'un service public. Il n'est pas normal qu'il y ait de telles exactions, je crois qu'on peut utiliser le terme, qui soient faites en imitant ce service public, et puis que nous nous sentons une certaine responsabilité vis-à-vis de nos abonnés. Suprême habileté, les factures n'excèdent jamais un montant de 4 000 francs. Du coup, les victimes hésitent à porter plainte pour une si petite somme. France Télécom s'en est chargée, mais la procédure sera longue. En attendant, mesdames les secrétaires, regardez-y à 2 fois avant de régler la note. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Ce soir, un programme spécialement conçu pour Catherine Matoche avec un excellent film à 20h30. L'éternel Docteur Givago. Et puis vous retrouverez Philippe Dessein à 23h45 pour Soir 3. Demain, le 19-20 vous sera présenté par Gérard Pinson et Élise Lucet. Nous vous retrouvons lundi. Excellente soirée à tous. Bonsoir.